Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais parler un petit peu de mon parcours et de mon expérience freelance. Donc déjà, qu'est-ce que le freelance? En fait, le freelance, c'est une personne qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant. Et c'est souvent en fait des prestations de courte durée pour des personnes ou pour des entreprises. Et c'est un statut privilégié en fait dans le domaine de la haute couture où je travaillais avant et de la broderie en général, de la couture, dans plein de domaines un peu créatifs, c'est un statut très privilégié. Donc j'ai pris le statut auto-entrepreneur en 2017, pendant l'été 2017, ou micro-entrepreneur, c'est la même chose. Et à la rentrée de 2017, de septembre 2017, je suis donc allée travailler pour ma première expérience chez une créatrice qu'on appellera Madame X ici. Et voilà, c'était un statut qui était privilégié par elle et par beaucoup d'entreprises pour venir travailler ponctuellement pour faire des missions de courte ou de moyenne durée. Bon, en même temps, j'ai des trucs à faire. Vous voyez, j'ai le truc de la honte. C'est plein de fils que je garde à portée de main et que je ne range pas forcément après chaque projet. Je sais, c'est mal. Mais bon voilà, ils sont là et il faut absolument que je m'en occupe, que je trie. Et du coup, ça va me donner l'occasion de vous montrer aussi comment je range les épingles, enfin en tout cas les fils que je commence. Donc voilà, je les mets sur des petites épingles et j'entoure le reste de mon fil sur ces petites épingles. Et je garde les épingles sur un plateau, comme ça je l'ai à portée de main. Et s'il me manque une couleur assez rapidement, je peux la trouver. Ou en tout cas, trouver par exemple un vert qui me convienne, voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite avant de commencer. Donc par exemple, vous voyez, ce fil blanc, l'échevette a été bien commencée, mais n'est pas du tout finie. Donc je démêle. Et ça vous permet aussi, bien sûr, de ne pas emmêler le fil. Hop, je démêle. Et je viens en fait mettre mon fil contre l'épingle. Je bloque le fil en tournant autour. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais au moins vous saurez comment on fait ça. Et puis je vais peut-être pouvoir le faire en même temps et m'avancer un petit peu sur mon travail. Donc qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai donc passé mon diplôme, mon BMA broderie en 2016 que j'ai obtenu et je suis partie vivre quelques mois à Londres. Petit écart, quand vous avez fini, vous pouvez passer votre fil juste ici à l'intérieur et ça va la bloquer. Et voilà. Puis après vous déroulez, vous prenez votre fil et vous remettez dessus. C'est hyper simple mais voilà, je le fais pas assez mais en tout cas c'est très simple. Donc je suis partie à Londres travailler dans une crêperie à Covent Garden. Rien à voir, mais voilà, j'avais envie de faire un petit peu d'expérience et d'apprendre un peu plus l'anglais. Je suis revenue en fait en France parce qu'un atelier de haute couture m'avait appelée pour venir travailler. En fait, j'avais fait mon stage pendant l'école dans cet atelier. Et donc, ils m'ont rappelé parce que ça s'était bien passé. Et donc j'ai travaillé chez eux pendant à peu près 2 mois en intérim. Donc là j'ai fait énormément de tailleurs Chanel, beaucoup de fleurs et des tailleurs à n'en plus finir. Et puis j'ai continué un petit peu dans la même lancée parce qu'on arrivait sur la période de haute couture et je suis allée faire des plumes dans une entreprise qui s'appelle Le Marié. Donc voilà, donc pour vous mettre un petit peu dans le bain de cette première expérience, donc j'avais déjà fait en fait de l'intérim d'abord et après pendant l'été j'ai été informée par une ancienne professeure de mon école qu'une créatrice, Madame X, cherchait une brodeuse pour une mission de plusieurs semaines en plus dans ma région. Donc vraiment c'était le Graal pour moi. Sauf qu'il fallait que donc je prenne ce statut d'auto-entrepreneur. Et puis donc tout le monde m'avait dit qu'il fallait absolument effectivement le prendre parce qu'après ça pouvait me faire travailler sur Paris plus facilement aussi. Donc je me suis dit allons-y, passons ce statut. Donc je le passe à la Chambre des métiers et de l'artisanat à Angers. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur cette formation. Je pense qu'elle peut être très importante et très intéressante sur plein d'aspects. Mais quand elle est dispensée par des formateurs, des bons formateurs on va dire.
Donc personnellement, j'ai jamais remis les pieds à la maison des artisans après cette formation. J'avais eu affaire à un odieux personnage, vraiment un misogyne à souhait. En fait, il m'avait promis vraiment un avenir radieux. De la quoi? De la broderie? Bon bah toi clairement ça tiendra pas 3 ans. Voilà, donc on nous dit ça au moment où en fait on veut se lancer. J'avais 23 ans à l'époque, il me prenait vraiment pour une petite chose fragile et qui savait rien de rien. Et puis, alors après c'était peut-être vrai, mais je pense que quand quelqu'un ose s'aventurer dans l'entrepreneuriat et se lancer, pour moi, il faut soutenir, aider et motiver à fond, même si cette personne arrête peut-être rapidement, mais peu importe, il faut soutenir quoi. Donc, après cette belle expérience à la Chambre des métiers, la formation, j'ai obtenu mon statut d'auto-entrepreneur. Ça commençait déjà pas super, mais c'était pas grave, j'avais le statut. J'ai commencé à travailler début septembre chez Madame X, dans son atelier qui se trouvait juste à côté, enfin dans sa maison. Mais il y avait vraiment une partie atelier quand même. Donc je vous parlerai pas vraiment du travail que je faisais en soi, parce que c'était un peu particulier et du coup c'est possible que s'il y a des gens qui sont dans le milieu, vous pouvez reconnaître la personne. Donc voilà, ça m'intéresse pas du tout passer par là. C'est juste que je veux vous partager ce que j'ai vécu et vous donner des conseils aussi pour ne pas reproduire ça. Donc j'étais payée 13 € de l'heure, brut, pour effectuer de la broderie en plus assez technique et assez douloureuse pour les mains. Donc je me suis très vite rendu compte que 13 € de l'heure pour une freelance, c'était clairement pas possible. Mais encore une fois, c'était une première expérience, en broderie en plus. Donc le projet était vraiment affreux, mais moi vraiment j'étais ravie. Dans nos premiers échanges avec Madame X, je crois qu'il était question de 2 à 3 mois de prestation. Et puis c'était pour en fait une grosse commande qui allait aller après vers les Émirats arabes. Et donc on était 2 brodeuses sur le projet, plus une autre brodeuse qui était déjà là avant et qui travaillait un peu plus sur de l'échantillonnage. Elle faisait un petit peu autre chose, mais en tout on était 3, dont 2 sur ce projet-là. Donc je commence cette mission, j'étais logée dans un Airbnb. Et je faisais 1h30 de route par semaine, donc le dimanche soir et le vendredi, pour retourner chez mes parents le week-end, parce que j'avais pas de... Pour une si petite mission, j'allais pas prendre un loyer fixe. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous montrer qu'en fait, j'avais quand même engagé des frais dans le projet et que j'attendais forcément un retour régulier. Vous verrez pourquoi. Donc malgré des petits soucis d'Airbnb, je change, voilà. La mission se déroule plutôt bien. Les brodeuses sont super sympas, on s'entend hyper bien, hyper rapidement. Et la créatrice, elle, pour le coup, elle est gentille, mais je sens que parfois elle peut être un peu border. Voilà, son humeur est un peu changeante et elle peut vite s'énerver et parler un peu mal. Donc je me souviens notamment d'un livreur qui en avait pris clairement pour son grade, alors que clairement c'était pas du tout de sa faute. Et elle pouvait assez vite devenir humiliante, vraiment. Donc pas forcément avec moi, ça se passait plutôt bien, mais je sais que voilà, elle était un peu border. Donc on discutait pas mal nous entre brodeuses et je sais que ça lui plaisait pas beaucoup. Mais comme le travail avançait, elle nous laissait plutôt tranquille. Donc moi personnellement, je me mettais une pression folle. Je voulais à tout prix réussir dans le bon timing parce qu'on avait un timing précis pour chaque pièce et faire du bon travail puisque c'était mon premier job, vraiment un vrai job quoi. Donc voilà, je commence en septembre, je suis prolongée en décembre. Puisque le projet n'est pas encore fini. Mais bon, voilà, pas de problème pour moi. J'envoie mes factures à la fin de chaque mois et elle me fait un virement du montant de la facture. La mission de ma binôme brodeuse sur le projet s'arrête en fin décembre. Et moi, je suis prolongée pour 2 semaines encore en janvier
pour l'aider à finaliser d'autres pièces, parce qu'on avait fini le projet, mais pour l'aider à finaliser d'autres pièces pour un salon très important qui allait venir pour elle après au mois de, je sais plus, mars je crois. Ma voiture tombe en panne pendant la mission là-bas, déclarée complètement morte, et je dois donc me racheter une voiture un peu en urgence puisque je dois continuer ma mission là-bas et donc me déplacer. Donc je rachète une voiture un peu rapidement, comptant aussi sur l'argent en fait que j'allais me faire pendant cette mission pour voilà, amortir un peu cette voiture. Voilà, peut-être que là vous commencez à sentir que qu'il y a un petit truc peut-être qui va arriver. Donc je me rachète une voiture, une Scénic, une beauté de l'automobile moderne des années 2000. Mes amis la connaissent bien. Elle n'est pas très jolie, mais souvent très pratique. Voilà. Donc après les fêtes, l'ambiance commence à se détériorer un peu à l'atelier. On n'est plus que 2 brodeuses. Et la créatrice est de plus en plus absente. Et le peu qu'on la voit, elle est très souvent sur les nerfs, elle est un peu acariâtre, elle est un peu... voilà, on la sent pas très bien. Donc je finis ma mission en janvier. Je laisse un petit cadeau à l'autre brodeuse qui était entre-temps devenue mon amie. Et je souhaite une bonne continuation à la créatrice. Très gentiment, elle me fait plusieurs compliments sur mes qualités techniques. Et je repars plutôt contente de cette première expérience. Parce que c'est vrai que malgré des comportements que je voyais un peu toxiques, moi personnellement j'avais jamais vraiment eu d'accrochage avec elle et ça s'était plutôt bien passé. Alors les problèmes ils viennent quand? Donc mi-janvier, j'envoie ma facture de fin de contrat avec ces 2 semaines de travail de janvier. Et j'avais pas encore été payée de décembre parce que naïvement je me disais qu'elle réglerait les 2 mois en fait en même temps. Bon, c'était clairement une erreur. Le mois de janvier passe, pas de règlement. Février passe, je relance, pas de règlement. Mais je la relance et elle m'exprime des difficultés financières et qu'elle attend la signature très prochaine d'une grosse commande pour me régler la totalité de la somme. Je vous le donne en mille, il n'y aura jamais de commande et encore aujourd'hui je ne sais même pas si cette commande a existé ou était complètement fictive. Donc en avril j'envoie une relance par mail et elle ne me répond plus. Donc en mai j'envoie une relance par courrier avec accusé de réception, pas de réponse. Et depuis ce jour je n'ai plus aucune nouvelle de cette personne. Elle a fini par faire la morte. Donc à ce jour, elle me doit toujours 2301 €. Voilà. Voilà, première expérience, la toute première expérience en fait à mon compte. Ça s'est fini par un échec un petit peu difficile à accepter parce que j'avais engagé des frais aussi dans ce projet et que clairement elle a lâché le bateau en nous emmenant, enfin elle a coulé le bateau plutôt en nous emmenant avec elle. Alors quelle est l'erreur que j'aurais pu éviter? Je suis pas sûre que j'aurais pu éviter tous ces problèmes et tout ce fiasco, mais il y a bien quelque chose que j'aurais pu éviter. C'est que j'ai fait une grosse erreur au tout début. Il faut savoir qu'on nous dit pas forcément comment déclarer son URSSAF, comment faire nos déclarations, enfin voilà, on nous jette un peu dans le grand bain malgré ces 3 jours de formation, on n'est pas très préparé et moi j'étais jeune et voilà, un petit peu naïve et insouciante. Donc de bonne foi et un peu aussi par peur du grand méchant loup URSSAF, je déclarais mes factures tous les mois avant d'avoir été réglée. Ne faites pas cette erreur. En fait, je me suis retrouvée donc à payer des charges sur des factures et sur des montants que je n'avais pas perçus en fait. Donc par exemple, j'ai déclaré En fait, j'avais tellement peur de l'URSSAF par exemple que je déclarais mon mois de décembre au moment où je faisais ma facture en fait. Parce que pour moi, j'étais sûre que j'allais obtenir ces sommes et donc qu'il n'y avait pas de problème. Sauf que du coup, je n'ai jamais perçu ces deux dernières factures et j'ai donc payé
des charges sur des montants que je n'ai jamais eu en fait. Donc ne faites surtout pas cette erreur, ne déclarez pas vos factures ou déclarez-les donc que quand la totalité du montant est à vous quoi. Madame X, le retour. Donc pendant plus de 2 ans, je n'ai eu aucune nouvelle de cette personne. Je suis donc restée amie avec les 2 autres brodeuses que j'ai retrouvées après sur Paris et avec qui j'ai travaillé dans la haute couture. Donc cette aventure m'aura au moins permis de faire la connaissance de ces 2 personnes drôles, sympas et hyper talentueuses. Donc voilà, j'en ressors pas sans rien, mine de rien. Et un jour, je reçois un message d'une de mes amies brodeuses avec qui j'ai travaillé là-bas pendant le confinement, donc vers avril 2020, quelque chose comme ça. Elle m'informe en fait que la société de Madame X est en cessation et qu'il faut se rapprocher de l'avocat pour faire valoir nos impayés. Elle avait été mise au courant par l'ancien associé de Madame X et qui lui non plus n'avait plus de nouvelles d'elle. Et en fait, si mon ami ne m'avait pas informé qu'il fallait que je déclare mes impayés, j'aurais jamais été au courant de la cessation de cette activité. En fait, la créatrice a clairement disparu de la circulation. Donc mon ami me donne les coordonnées de l'avocat et celui-ci me renvoie les informations en m'informant que Madame X avait bien déclaré qu'elle me devait de l'argent. Donc je me suis dit, bon, jusque-là, très bien. Donc je récupère le courrier et je vois qu'elle a déclaré que la somme manquante était de 900 €. Donc là clairement j'ai ri jaune, un petit peu agacée de la situation. Je trouvais qu'elle se moquait un peu de moi et aussi de mon travail en fait que j'avais effectué pour elle. Donc j'envoie les 2 factures manquantes en fait à l'avocat et j'attends patiemment. Finalement je pourrais probablement attendre pour toujours. En fait, la décision de justice ne nous donne rien à nous, ni à moi ni à mon ami à qui elle doit également de l'argent. En fait, l'État se sert en premier et pour le reste, en fait, nous ne sommes que des sous-traitants. Donc, comme nous ne sommes pas employés, en gros, nous n'avons rien. Et s'il n'y a pas de trésorerie, ben, les sous-traitants peuvent s'asseoir sur leur dû. Donc j'ai appris plusieurs mois plus tard que mon ami lui avait proposé de nous dédommager en nature parce qu'en fait cette créatrice possédait pas mal de stocks de matériel, de fournitures, des métiers à broder, des perles, des paillettes, des choses comme ça. Et c'est des choses dont on a toujours besoin en étant brodeuse. La créatrice a refusé en disant que c'était son matériel et que ça lui appartenait. Donc voilà, une jolie personne en soi. J'ai également appris que en fait, c'était la partie émergée de l'iceberg parce que finalement elle devait de l'argent à énormément de monde, beaucoup de sous-traitants, à son associé et à beaucoup d'artisans autour d'elle qu'elle avait fait travailler et donc à l'œil. Voilà, donc vous connaissez ma première expérience en tant que freelance. On a été un petit peu heurtés, elle et moi, à l'époque, par toute cette affaire. Et puis, bon, maintenant, on essaye d'en rire de bon cœur. Alors, qu'est-ce que tout cela m'a finalement appris? J'ai parlé un peu de cette vidéo à mon amie brodeuse et elle m'a dit une phrase qui résume bien la situation. Elle m'a dit « C'est cool que tu arrives à en rire parce que c'est dramatique. C'est tellement dramatique que ça en finit par être risible. » Oui, je pense que maintenant l'eau a coulé sous les ponts et en fait je suis contente aussi que ça ne m'ait pas arrêtée dans ma trajectoire et que ça ne m'ait pas vraiment totalement anéantie et que j'avais plus du tout envie de faire ce métier. Si je peux aujourd'hui vous donner quelques conseils. D'abord, ne bradez pas votre travail. Faites-vous confiance, c'est pas parce que vous êtes débutante que votre travail vaut 13 € de l'heure brut. Clairement pas, ce n'est pas normal en fait. Vous n'avez pas de chômage, vous n'avez pas de congé payé, pas de retraite. Donc il faut avoir conscience que vous avez de la valeur. Et surtout, c'est pas parce que vous êtes heureux de travailler dans votre domaine que vous ne devez pas être payé à votre juste valeur. Deuxième conseil, il faut mettre des délais de règlement sur la facture et des majorations si non-paiement. Dans mon cas, ça n'aurait probablement rien changé. Mais il faut savoir que c'est important de le mettre, surtout si vous avez pas mal de clients. C'est vraiment important
que le client sache à quel délai et dans quel timing il doit rémunérer ses sous-traitants. Conseil numéro 3, comme vous l'avez compris, ne payez pas l'URSSAF avant d'avoir été réglé. C'est pas évident pour tout le monde. En tout cas, moi, ça n'était pas évident pour moi. Et maintenant, voilà, il faut vraiment être réglé avant de payer l'URSSAF. Autre conseil, attention à ne pas donner votre confiance sous prétexte de fausse gentillesse ou de bonne ambiance dans l'atelier. Rappelez-vous qu'il peut toujours se passer quelque chose et c'est important de garder un peu la tête froide. Il faut absolument garder vos papiers, factures et, si vous avez le droit, photographies de ce que vous produisez bien au chaud sur un disque dur. Parce qu'un jour, on peut vous demander de montrer que vous avez réellement travaillé à tel ou tel endroit. Si un jour, on vous demande ces papiers et ces preuves de votre travail, c'est important de les avoir. Et enfin, restez motivés. Ils sont très loin, ou elles sont très loin d'être tous et toutes comme ça. Et c'est important de se dire que c'est pas parce qu'une mauvaise expérience, même si c'est la première, a été vraiment impactante, vous aurez aussi après plein d'expériences qui vous prouveront que c'est aussi super d'être à son compte et qu'on peut travailler avec des personnes vraiment de confiance. Donc voilà, c'était ma première vidéo un petit peu racontage de vie. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long et que vous avez un peu capté ce que j'avais envie de vous faire passer comme message et comme conseil. N'hésitez pas à me partager vos expériences aussi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'adore les petites histoires comme ça. Et puis si vous avez d'autres conseils ou d'autres choses que vous avez envie de me dire, n'hésitez pas en commentaire, en message sur Instagram ou autre. Et puis si ça vous tente d'autres histoires un petit peu comme ça sur la haute couture, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses, et ben je referai ça avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez bien mangé votre petit-déj devant mes histoires. Et puis à une prochaine fois. Abonnez-vous.